Salutations, salutations, bienvenue sur Educast. Pour ce premier épisode consacré à la nouvelle rubrique fiche de lecture, je te propose un livre qui est très connu parmi les préparationnaires à différents concours et en même temps un livre qui n'est pas si connu que ça. 20 situations réelles de vie scolaire, un ouvrage qui a été coécrit par Jean-Pierre Aubin et Chantal Daugarcia. Jean-Pierre Aubin, tu as peut-être déjà entendu ce nom, très connu dans tout ce qui est les préparations du concours personnel de direction notamment. Et ces ouvrages sont très recommandés, en particulier pour les préparationnaires de ces concours. Un ouvrage qui est disponible chez les éditions Hachette Éducation, 272 pages, une toute première édition qui a été faite en 2013. Et là, moi, je vais te parler de la deuxième édition, celle qui date de 2015. Repère pour nous, 2015, la ministre de l'Éducation nationale se trouve être à ce moment-là Najat Vallaud-Belkacem. Au niveau de la structure de l'ouvrage, c'est très simple, 10 types de situations avec à chaque fois 2 exemples. Ça commence toujours par une introduction basique et générale sur le type de la situation, une petite présentation de l'établissement, ensuite l'histoire ou la situation en question et parfois quelques informations complémentaires, ensuite quelques pièces jointes quand il y en a besoin. La deuxième partie concerne l'analyse de la situation qui a une méthode précise. On y retrouve le cadre juridique qui entoure la situation, la dimension morale autour des comportements observés et les réactions. On a la prise de décision qui prend en compte tous les protagonistes et la fin de l'histoire et quelques commentaires éventuellement sur un point à développer ou à nuancer. Depuis que j'ai vu que ce livre existait, je n'avais qu'une seule envie, tu t'en doutes bien, le lire. Tout ça pourquoi ? Parce que j'ai vu marqué vie scolaire dedans. Comme ce titre ne l'indique pas du tout, l'ouvrage ne s'adresse pas qu'au personnel de vie scolaire. C'est un peu trompeur et je n'en veux pas du tout aux auteurs. Quand on parle de situations réelles de vie scolaire, c'est tout simplement ce qui se rapporte à des situations vécues dans un établissement scolaire. Ici donc, on va retrouver des situations vécues par différents personnels lors de préparation de concours et ce sont des situations bien réelles qui sont retranscrites. Un ouvrage qui sera très adapté aux préparationnaires du concours de personnel de direction ou du concours de CPE, intéressant aussi pour les professeurs et pour les assistants d'éducation, donc ça concernera le collège, le lycée, en bref toutes les personnes qui travaillent dans le second degré. Est-ce que les professeurs des écoles sont concernés ? Je te dirais non, pas pour cet ouvrage. À mon sens, ce n'est pas un ouvrage adapté au premier degré, c'est-à-dire ceux qui concernent les écoles maternelles et les écoles élémentaires, pour la simple et bonne raison que, certes, certaines situations peuvent se rapprocher, mais le fonctionnement est complètement différent entre le premier et le second degré. Donc en fin de compte, il sera très peu utile pour les professeurs des écoles. Un petit tour de la méthode d'analyse qui demande, il faut bien le dire, une certaine maîtrise de soi. On commence toujours par la présentation de l'établissement. Ça paraît un peu idiot, mais en réalité c'est primordial pour comprendre le contexte de l'établissement et aussi les difficultés qui sont présentes. C'est notamment ici qu'on y trouve les origines de la situation et tout ce qui est nécessaire en fait pour mieux comprendre la suite. Tout de suite après, on a l'histoire, c'est-à-dire le déroulement factuel de la situation, avec notamment les protagonistes et les différentes actions qui ont été réalisées ou commises. Une fois qu'on sait tout ce qu'il faut savoir sur l'établissement et sur la situation, on va pouvoir passer à l'analyse. La toute première étape, ce sera le cadre juridique. Dans cette partie-là, on y trouvera exclusivement les textes de loi qui se rapportent aux problèmes rencontrés. Attention, je le redis, c'est un ouvrage qui date de 2015, donc entre 2015 et 2024, il se peut que certaines références aient été changées. Les questions que les auteurs se posent sont celles-ci. Quels sont les éléments de la situation concernés par le droit et quels sont les textes à connaître et que disent-ils ? Ensuite, on passera à la dimension sociale qui, pour le coup, oblige à rester neutre et prendre en compte tous les éléments. Ne pas se focaliser sur sa seule émotion. Alors sur la dimension sociale, on y retrouve un certain découpage entre la morale ou éthique d'acteur et la morale commune. Les questions à se poser sont celles-ci. Certains comportements peuvent-ils s'expliquer par les impératifs moraux de certains protagonistes, donc les morales d'acteurs, ou bien par une hiérarchisation de leurs valeurs à la lumière des circonstances. Là, on parle d'éthique d'acteur. La deuxième question, l'égale dignité de tous a-t-elle été respectée ?
et là ça concernera la morale commune. Après l'analyse du cadre et de tout ce qui concerne la morale, on va trouver la prise de décision. Et là-dessus, elle se focalise sur chaque protagoniste et tente d'analyser quelle sera l'action la plus juste et la plus équitable pour chacun d'entre eux. Donc là, ça concernera l'élève, la famille, le personnel qui a été en conflit dans cette situation et l'établissement. Les questions posées sont celles-ci. Comment agir au mieux ? Quelle serait la meilleure décision possible ? Sur quelles valeurs s'appuyer pour décider ? Quelle tension existe entre ces valeurs et quel dilemme éthique assumer ? Une fois que tout ça est fait, on a la fin de l'histoire, entre guillemets, qui indique ce qui s'est réellement produit après la décision prise dans l'établissement. C'est très très court, très factuel et évidemment, ça ne répond pas à toutes les questions. Pour conclure, on a parfois quelques commentaires pour nuancer une notion ou bien pour l'approfondir avec, ce qui est intéressant là-dedans, des chiffres ou des études conduites. C'est une sorte d'ouverture pour les personnes qui sont intéressées. Maintenant, je vais pouvoir te donner mon avis en tant qu'éducatrice de vie scolaire ou assistante d'éducation, c'est comme tu veux, choisis l'appellation que tu préfères. Il se trouve que j'ai rencontré très peu de situations décrites dans cet ouvrage. Donc sur le coup, j'ai été dépaysée, voire surprise par certaines d'entre elles que je n'imagine même pas vivre. D'autres situations, je les ai vécues, je les ai observées de près ou de loin. Mais de façon générale, je n'ai jamais eu à prendre de décision parce que je suis personnel de vie scolaire. Et je n'ai toujours été qu'observatrice ou à la limite donneuse d'alerte. Ça m'est arrivé dans quelques cas de donner des alertes. Quand je dis que cet ouvrage s'adresse peut-être plus au personnel de direction et au CPE, c'est vrai, mais en fin de compte, tout le monde, tous les personnels qui travaillent dans l'éducation nationale ou même ailleurs, peuvent en retirer quelque chose. Surtout sur la méthode d'analyse qui reste terre à terre, certes très froide à première vue, mais qui est très très bien agencée quand même. Elle donne tout ce qu'il faut, elle nous apprend à nous éloigner de notre émotion, et je le constate en lisant la fin d'histoire. Dans les tout premiers chapitres, je m'attendais à un règlement de situation, à une analyse de la fin. Eh bien non, il faut apprendre à se détacher, à ne pas avoir toutes les réponses. Je l'avoue, dans certains cas, je me suis retrouvée frustrée parce que je ne pensais pas que ça se terminerait ainsi. Et en fin de compte, non, il y a eu une fin, mais qui me paraissait assez peu satisfaisante. Donc ça apprend à rester un petit peu dans le détachement. J'en retiens aussi que cette méthode d'analyse est très utile pour les gestions de conflits qui, pour le coup, me concernent plus dans le cadre de mes fonctions. Dernier élément sur le livre en lui-même, j'ai trouvé ça très intéressant de voir une vision, je dirais, différente de ce qu'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux, notamment sur les personnels de direction qui, dans cet ouvrage, ont le souci de leur personnel, notamment sur les prises de décision. Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais avec le phénomène du pas de vague, certaines situations aujourd'hui seraient peut-être moins prises en charge par les personnels de direction, ou pas de la façon dont on aurait souhaité. Seul bémol que j'aurais à trouver sur la mise en page, et là je vais pinailler, vraiment pinailler, pour moi les paragraphes étaient trop serrés, mais c'est parce que j'ai des yeux très malades. Donc c'est vrai que j'aurais apprécié avoir un peu plus d'espace. À partir de maintenant, je vais te livrer un petit peu toutes les notes que j'ai pu prendre, celles que j'ai prises pour ma culture professionnelle. Il est bien entendu qu'en tant qu'assistante d'éducation ou éducatrice de vie scolaire, je n'aurai pas forcément les mêmes notes que toi. D'autre part, dans les exemples qui vont être mis ici, il est possible que certaines références soient certainement erronées. Je dis possible parce que, encore une fois, cet ouvrage date de 2015, on est en 2024, et je n'ai pas encore approfondi toutes les références que j'ai prises, notamment les textes de loi. Le chapitre qui concerne les conflits entre élèves et professeurs, j'y ai surtout noté le rappel de l'article 40 du Code de procédure pénale sur l'obligation de chacun à faire un signalement au procureur, notamment en cas de soupçon de crime ou délit. J'ai aussi noté le fait que l'élève majeur peut demander par écrit à ce que ses responsables légaux ne reçoivent plus le courrier lié à sa scolarité, y compris si ce sont eux qui payent et pas lui. J'y retrouve aussi la circulaire de 2014 sur les punitions scolaires et le rappel qu'elles peuvent être prises par tout personnel de l'établissement, quelque chose qu'on a peut-être un petit peu oublié.
Enfin, la règle du non bis repetita, qui concerne notamment le fait de ne pas mettre un élève en retenue si on l'a exclu. Les relations avec les parents, c'est surtout une phrase marquante que je vais te dire. Le droit condamne des actes, il ne condamne ni les pensées, ni les tendances sentimentales ou sexuelles. Pourquoi est-ce que je l'ai noté ? Parce que dans le cadre où ça a été dit, ça m'a marqué profondément. Dans ce chapitre, on plonge un peu plus aussi dans ce qui fait le parent démissionnaire et ce qui constitue le parent interventionniste. On nous parle un peu de capital culturel et de comment c'est perçu par la famille, puisque le capital culturel n'est plus entièrement sous son emprise. Donc il y aurait des tensions et des attentes parfois obsessionnelles, et c'est un passage intéressant. L'utilisation des images et des réseaux sociaux, là c'est une question marquante que je vais noter. Le mal réside-t-il dans l'intention ? Donc là on parlera du point de vue centré sur l'auteur ou sur l'effet produit. Donc le point de vue centré sur la victime. On a aussi un rappel que la morale n'est pas innée chez l'enfant, elle doit se construire, et un certain deux poids deux mesures dans la mise en pratique de l'égalité, surtout quand il est question de départager ou de classer, par exemple. Dans les affaires de mœurs, une nouvelle phrase marquante, la morale du plus grand nombre n'en fait pas une morale commune. Il y a aussi un petit paragraphe qui concerne le secret professionnel et l'importance d'un partage restreint quand il y a besoin de révéler le secret. Le chapitre l'absentéisme des élèves, j'en garde surtout la question posée directement dans le chapitre, à savoir celle-ci. Les injonctions de l'institution et l'exaspération de certains professeurs contribuent-elles à modérer l'ampleur de ce phénomène ou, à l'inverse, à renforcer le désarroi de ces décrocheurs ? Et là, je vais me permettre tout de suite de corriger un petit peu. Pour moi, l'exaspération de certains professeurs est à barrer et à remplacer par l'exaspération de certains personnels. Parce que quand on parle de décrochage scolaire ou d'absentéisme, il n'y a pas que le professeur. Il y a aussi la vie scolaire qui, peut-être, a des attentes trop fortes. Pour moi, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas que le professeur dans cette thématique. Concernant les atteintes à la laïcité, une phrase marquante. Qui se frotte à la différence en sort plus riche. Certes, c'est très simple, c'est très court, mais ça en dit aussi beaucoup. J'ai aussi noté la circulaire du 16 août 2011, je crois, qui rappelle que les cantines scolaires publiques doivent servir plusieurs régimes, et là on entend un régime de viande et un régime végétarien, mais n'ont pas l'obligation de proposer une nourriture adaptée aux dogmes d'une religion. Sur les actes de violence, c'est surtout des acronymes et des professionnels partenaires de l'établissement scolaire, mais j'ai noté quand même quelques petits éléments, notamment le rappel de l'intérêt et de la légitimité d'un conseil de discipline quand il n'y a aucune punition ou sanction posée auparavant, d'où notamment le besoin de faire des rapports d'incidents pour éviter les contestations des familles. Concernant la présence des forces de l'ordre qui est plutôt polémique dans certains établissements, il est quand même rappelé que cette présence-là est autorisée dans 3 cas précis. L'invitation ou l'appel du chef d'établissement, sur commission rogatoire ou sur une procédure de flagrant délit. Le chapitre sur le racisme et l'antisémitisme était un petit peu court, mais à la page 179, on parle de l'application du règlement intérieur qui, contrairement à une légende urbaine, ne s'arrête pas qu'à l'établissement et à ses abords. Si un fait est commis à l'extérieur de l'établissement, le chef d'établissement peut quand même engager des actions si le fait a été commis en qualité d'élève. Dans le chapitre d'évoluer aux différends entre personnels, on trouve notamment l'article 26 de la loi Lepors de 1983, si je ne m'abuse, sur l'obligation de discrétion de tout fonctionnaire. Mais, et je le rappelle encore, et je le rappellerai toujours s'il le faut, il n'y a aucune mention au devoir de réserve. Le devoir de réserve ne s'applique qu'aux hauts fonctionnaires. Le dernier chapitre concerne le management de l'établissement, et là j'y note surtout des petits éléments sur les grèves. Notamment le fait que bloquer un établissement constitue un trouble à l'ordre public et aussi à la liberté à aller et venir. En page 227, on a aussi un petit paragraphe qui est très éclairant sur le rapport des syndicats avec leurs revendications et les moyens pour y parvenir.
Enfin, on parle du chef d'établissement adjoint et notamment de ses missions. Dans les textes officiels, il y a assez peu de mentions, donc le statut est incertain, mais il est rappelé que ces missions lui sont attribuées et confiées par une lettre de mission établie par son chef d'établissement. Il est certain que tout ce que je t'ai dit ne t'intéressera pas forcément puisque je suis éducatrice de vie scolaire et donc mes intérêts ne sont pas forcément les tiens. Je te souhaite la bonne fin de journée, porte-toi bien.